c'est un plaisir ce soir d'accueillir Sébastien Marot. Merci d'être là. Il vient d'Amsterdam où il enseignait cet après-midi encore. Il repart demain à Lausanne. Donc merci pour ce passage à Strasbourg. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Sébastien Marot, il est philosophe, historien de l'architecture, enseignant à l'école d'architecture de Marne-la-Vallée, ainsi que dans d'autres institutions, à Boston, à Harvard, à Cornell et d'autres. Tu as été délégué général de la Société française des architectes de 1986 à 2002. Pardon, je suis allée chercher ta bière, les escaliers, j'ai très peu de souffle. Où tu as fondé, donc, lorsque tu étais délégué général de cette Société française des architectes, la tribune d'histoire et d'actualité de l'architecture, puis la revue Le Visiteur, jusqu'au numéro 10. Et aujourd'hui, tu diriges, avec Eric Calonzo notamment, la revue Marne, Documents d'architecture, dont le 3e numéro va sortir là dans quelques semaines. Excusez-moi, Donc, tes recherches et tes publications ont porté sur la généalogie des théories et des pratiques contemporaines, de l'architecture, de l'urbanisme, mais aussi du paysage. En 2004, l'Académie d'architecture te décerne la médaille de l'analyse architecturale. Et en 2009, il faut quand même le préciser, le prix de la recherche et de la thèse de doctorat. Non mais c'est vrai que c'est important pour cette thèse, Palimpsestius Ithaca, un manifeste relatif du suburbanisme, qui sera prochainement publié. J'espère. Et j'espère que tu reviendras aussi nous en parler. Voilà. Alors, juste quelques publications. Parmi tes récentes publications, L'art de la mémoire, que certains d'entre vous connaissent, je pense, j'espère. L'art de la mémoire, le territoire et l'architecture en 2010. Tu as également édité un recueil d'essais d'Alain Corboz, Le territoire comme palimpseste, en 2010. En 2000. Et plusieurs traductions, Jackson, Rem Koolhaas, Singapour Songline, et d'autres, et tout récemment, la réédition critique avec Florian Erdweg de La ville dans la ville, Berlin, un archipel vert, cet Hopeful Monster dont tu vas nous parler ce soir. Voilà. Oui, merci beaucoup. D'abord, c'est la première fois que je viens dans cette école, donc vous m'entendez ou pas? Donc je suis très content de la découvrir, puis d'ailleurs, elle est nouvelle, en partie, non? Donc c'est un plaisir. Et puis c'est un plaisir de venir à Strasbourg. Je me disais ça tout à l'heure parce que je suis très peu venu à Strasbourg. Je sais pas pourquoi. Il y a très longtemps, j'étais venu une fois, quand je commençais tout juste à m'intéresser à l'architecture, j'étais venu voir Daniel Payot, qui était philosophe comme moi de formation. Donc c'était un lien possible. Je l'avais rencontré brièvement avant à Paris, à un grand colloque qui s'appelait Architecture et philosophie, qui était un colloque épique, et où j'avais fait connaissance avec quelques personnes, dont lui, charmant, qui m'avait aussitôt invité à venir le voir à Strasbourg. Et c'est la première fois que j'ai vu Strasbourg. Et je me rappelle, je dis ça comme ça, je me rappelle de m'être dit que Strasbourg, c'était en France, en dehors de Paris. Je suis parisien de naissance, j'ai jamais rien connu d'autre, etc. C'était une ville qui donnait l'impression d'être une capitale. La seule autre en France, je trouve. On a l'impression d'être dans un autre pays, que c'est... Je ne sais pas pourquoi je raconte ça, ça n'a aucun intérêt, mais... Bon, bah, voilà, c'était... Et je me suis redit ça, là, en étant là, tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, je me disais ça, bon, voilà. C'est un préjugé que j'ai, peut-être. Donc là, c'est vraiment une intervention très modeste, aujourd'hui, pour parler donc de ce bouquin qu'on a fait avec Florian Erdweg, qui n'est pas un livre dont on a les auteurs, vraiment, puisque c'est la réédition d'un manifeste, d'ailleurs c'est un peu un grand mot de dire que c'est un manifeste, c'était un projet, mais qui a pris les couleurs d'un manifeste un peu par défaut, d'abord parce qu'il était mal connu. Alors, tout le monde en connaissait l'existence vaguement, pour peu qu'on s'intéresse un tout petit peu à l'architecture contemporaine et au tech, bon. Mais personne ne le connaissait vraiment. Ceux qui l'avaient lu l'avait généralement pas lu dans l'édition originale, qui n'était parue qu'en allemand, à 300 exemplaires, édité en Amérique.
en plus, en 77. Donc ça, c'est vraiment un collector. Si vous trouvez ça, vous avez fait fortune peut-être. Et puis, qui a été publié une seule fois ensuite dans la revue Lotus, en janvier 78, en traduction anglaise et italienne. C'était un peu le principe de Lotus. Assez bien fait, une traduction un peu comme ça, avec un peu de l'editing, un petit peu n'importe comment quand même, je dois dire. Je m'en étais pas rendu compte, mais en travaillant dessus, je trouvais quand même qu'ils n'étaient pas avec le dos de la cuillère. Bref, donc on se disait c'est trop bête, le numéro de Lotus, bon il existe, mais il n'est pas non plus, ça se trouve pas sous le pied d'un cheval. L'édition originale, on la trouve pas beaucoup, et c'est dommage, parce que c'est un texte qui a des choses à nous dire, et peut-être qui n'a fait que gagner avec le temps en leçons potentielles pour nous. Donc, il se trouve que moi, je m'intéressais à ce truc parce qu'il faisait partie de cette espèce d'histoire dont je suis enceinte depuis 9 ans et qui n'est toujours pas paru, ce livre sur Ithaca, mais qui va maintenant, je suis obligé de le faire pour des raisons. Voilà. Et donc voilà, ça m'intéressait. Et ça m'intéressait d'autant plus que dans les conversations que j'avais pu avoir avec certains des gens qui étaient impliqués là-dedans, et en particulier Colas, je comprenais qu'il y avait eu d'autres trucs, quoi. C'était pas juste le texte qu'on connaissait, il y avait eu un peu d'autres choses comme ça qui s'étaient passées. Donc je me disais, c'est intéressant d'aller revoir tout ça. Et puis, Florian Hertweg, lui, il est allemand. Il enseigne en France, à Versailles, et lui, c'est plutôt un spécialiste de l'histoire de l'urbanisme, et en particulier de l'urbanisme à Berlin, sujet auquel il a consacré un bouquin. Et donc, il s'y intéressait pour ça. Hein, lui, c'était plus site-spécifique, son intérêt pour ce manifeste. Donc, un jour, il dit, mais pourquoi on s'en occupe pas? Donc, c'est lui qui a eu l'initiative, comme ça, de dire, tiens, on devrait le publier. On connaissait tous les deux Sophia Ungers à Cologne, là, pas très loin d'ici. Et donc, elle a accueilli un peu notre projet avec plutôt contente. Et donc, c'est parti, quoi. On a fait cette édition. Mais ça a mis quand même 6 ans. Parce qu'il faut vous dire que c'est un livre qu'on a fait en 3 langues, en 3 éditions. Donc, ça voulait dire, comme il y en a un texte qui est en allemand, l'autre qui était en anglais, enfin, vous verrez, je vous raconterai, mais il a fallu traduire dans toutes les langues, un peu dans tous les trucs. Et puis, on a été voir surtout les 4 sur 5 personnes qui avaient contribué peu ou prou à la conception de ce manifeste. 35 ans après, on est allé les interviewer, quoi, pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensaient, qu'est-ce que c'était que ce machin pour eux. Bon, alors parmi eux, il y avait Ungers qu'on n'a pas pu interviewer parce qu'entre-temps, il était mort. Mais il y avait... non, j'exagère un peu. Oui, si, il est mort en 2007, juste avant qu'on commence ce projet. Moi, je l'avais un peu rencontré avant, pour mes histoires, mais je n'avais pas vraiment parlé de ça avec lui. Mais il y avait 4 autres personnes. Il y avait Colas, qui avait apparemment joué un rôle important, d'après tous les témoignages qu'on avait déjà dans ce manifeste. Et il y avait 3 autres architectes, dont certains sont très connus, comme Hans Koloff, qui était donc l'assistant de Ungers à l'époque, qui a ensuite évolué vers de toute autre direction que celle que manifestait ce texte à l'époque. Donc c'était d'autant plus intéressant de revenir avec lui sur cette expérience. Et puis 2 autres architectes moins connus, enfin un qui est surtout enseignant, américain, Arthur Ovaska, qui est prof à Cornell, que j'ai bien connu à Cornell il y a 12 ans, qui est une drôle de figure, et Peter Riemann, qui est un autre... étudiant allemand venu écouter Ungers, enfin venu suivre les cours d'Ungers à Cornell pendant 2 ans, et qui a été lui aussi, je dirais, la cheville ouvrière, un peu la main, qui était en particulier le dessinateur de tout ça. Donc voilà, ce bouquin, c'est quoi? C'est une édition qu'on aime bien appeler un peu génétique, au sens où on s'intéresse à la genèse de cette affaire-là. Moi, je me suis intéressé surtout à ça, d'où le titre que je donnais tout à l'heure, sur lequel je vais revenir une seconde. Et Florian s'est davantage intéressé aux résonances, aux racines et aux résonances locales, ou dans l'histoire de l'urbanisme allemand, et à Berlin en particulier, de ce machin. Donc voilà, en gros, le bouquin. Des facsimilés de 2 étapes importantes de ce texte. Une introduction donc sur sa genèse, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui.
ça dont je vais parler, Florian sur ses résonances, et puis c'est 4 interviews avec Kolas, Koloff, Riemann et Ovaska qui ferment le bouquin. J'en ai amené peut-être certains d'entre vous le connaissent, si vous ne le connaissez pas, mais j'ai pris l'édition allemande. Cela dit, à Strasbourg, vous lisez tous l'allemand, donc je vous le donne, à vrai dire, vous pouvez le prendre, vous pouvez le garder. Moi, je le lis, mais... Ok, donc... ah oui, j'ai appelé ça un hopeful monster. Hopeful monster, c'est une expression qui vient de la génétique, semble-t-il. C'est un certain généticien dont le nom m'échappe à l'instant, qui a sorti ce mot pour, semble-t-il, évoquer des individus d'une espèce particulière qui ont une sorte de petite différence génétique qui fait d'eux, par rapport à leur espèce, des monstres, mais qui en même temps, dont cette différence génétique semble prometteuse. Voyez, prometteuse éventuellement d'une nouvelle lignée. Voyez, elle semble potentiellement fertile. Alors, j'aime bien cette expression-là, parce qu'elle me semble convenir tout à fait à un texte qui est une espèce d'hybride génétique, ne serait-ce que par la variété des auteurs qui ont contribué, en particulier les 2 principaux, qui fait de lui une espèce de monstre. C'est un monstre aussi, parce que c'est un projet qui est, on pourrait dire, en un sens, sans descendance possible directe, en particulier sans réalisation possible. Il est monstrueux. Quoi qu'Unger s'est voulu faire croire en disant que c'était réalisable en 5 ans. Donc c'est un projet monstrueux. Pas au sens d'ignoble, hein, pas au sens d'horrible, c'est juste un projet, bon, c'est plutôt une utopie contemplative qui se fait passer pour un projet possible, dans sa 2e phase. Mais prometteuse, parce qu'elle abordait des questions, il abordait des questions, ce projet, qui n'étaient pas tellement abordées, me semble-t-il, à cette époque-là, et qui n'ont fait que devenir de plus en plus actuelles depuis. Par exemple, la question de ce qu'on appelle aujourd'hui la décroissance, et la décroissance des villes, dont ce projet entendait faire de la décroissance son projet, d'une certaine manière. Donc, il se trouve que la notion de hopeful monster, de monstre prometteur, je ne la tiens pas du généticien en question qui l'a inventé, je la tiens de mon frère, un de mes frères, parce que j'en ai un paquet, un de mes frères qui est peintre, qui est artiste, qui fait toutes sortes de trucs, comme ça. Mais il est notamment peintre. C'est le genre de type qui est capable de faire un faux, par exemple. Vous voyez, il est plutôt artiste contemporain, etc., mais il est capable de faire un genre Hubert Robert, si vous voulez. Ce qui avait conduit Romer, d'ailleurs, à lui demander de faire tous les extérieurs de son film L'Anglaise et le Duc, un de ses derniers films, comme ça, assez marrant. Mais il fait toutes sortes d'autres objets qu'il appelle des hopeful monsters. Des hopeful monsters dans le sens où c'est des peintures qui vont avoir des cadres en 3 dimensions, un peu n'importe quoi. Enfin, il ne sait pas très bien pourquoi il le fait lui-même, et donc il les appelle des monstres parce qu'il tient à les faire, il les trouve, il aime bien être en leur compagnie, et il ne sait pas forcément pourquoi. Voilà. Un des derniers trucs qu'il ait fait, enfin il n'y a pas très longtemps, c'était un papier peint, un peu genre toile de Jouy, vous voyez. Sauf que c'est pas les escarpolettes, c'est pas les moulins, etc. C'est les entrées de métro, vous voyez, ou les trucs de ce genre qu'ils mettaient dedans. C'est déjà un peu passé, c'est déjà un peu toile de Jouy comme genre. Et je le montre en même temps à la fois pour lui rendre hommage de m'avoir passé cette expression, et aussi parce que c'est pas sans rapport tout à fait avec cette idée de la ville archipel, des îles urbaines à l'intérieur d'une mer comme ça de nature ou de verdure, etc. Voilà la couverture de l'original, dont je vous dis doit exister 300 copies, c'est tout. En allemand, carré. Avec Ungers, tout est carré. À partir d'une certaine date, tout est carré, tout est square, tout est rationnel, tout est comme ça. Donc, quand on s'intéresse à ce machin, il faut s'intéresser de près à une amitié entre architectes. Ça court pas non plus les rues, les amitiés entre architectes. Vous voyez, les amitiés profondes, productives, créatrices. Voyez. Donc c'est aussi intéressant pour ça. Et d'une certaine manière, le texte dont je vais parler, c'est l'enfant que Ungers et Rem Koolhaas ont fait ensemble. C'est le seul qu'ils ont vraiment fait ensemble. Ils en ont fait quelques autres, mais où, disons, Ungers, c'était clairement le papa. Là,
c'est assez équivalent. Enfin, je veux dire, papa ou la maman, d'ailleurs, je sais pas. Mais vous voyez, c'est assez. Ils l'ont porté tous les deux, celui-là. Donc, je vais un peu m'intéresser à la trajectoire de l'un et de l'autre, en les entrecoupant comme ça. Vous voyez. On va commencer par le plus jeune, par Colas, que vous voyez ici dans les bras de son père, à l'endroit où il est né, c'est-à-dire dans une Rotterdam singulièrement transformée par les bombes. Vous voyez. Il est né en 1944, la dernière année de la guerre, et Rotterdam, ça ressemble à ça, à la sortie de la guerre. Et lui, il a vécu, il est né et il est habité dans un des high-rise qui restaient, vous voyez, de la, on peut appeler ça une grille, disons, de la fabrique du tissu de Rotterdam. Ensuite, il a lui-même beaucoup insisté dans la plupart des interviews qu'il a données, en particulier dans les débuts de Oma, sur ces fameuses 4 années qu'il passe avec sa famille en Indonésie, donc dans un archipel. Dans un archipel d'îles, juste après la décolonisation de l'archipel par les Hollandais. Son père ayant été anticolonialiste, il a été invité par l'Indonésie pour représenter ensuite la Hollande là-bas, pour une sorte d'institution culturelle, un consulat, vous voyez, là-bas. Son père est à la fois un écrivain qui a écrit beaucoup de petits contes animaliers. Il fait parler des animaux, c'est un peu La Fontaine, si vous voulez. Il fait parler des animaux entre eux, c'est des trucs. C'est pas seulement pour enfants, hein, c'est pour adultes aussi. C'est un type assez connu, Anton Colas, là-bas, qui s'est ensuite beaucoup intéressé au cinéma, au point de diriger même une académie de cinéma là-bas. Donc, ils ont passé 4 ans là-bas. Il paraît, Rem raconte souvent que sa famille, il détestait là-bas parce qu'ils étaient de gauche. Et ils se retrouvaient dans une espèce de grosse maison avec plein de servants, vous voyez, de serviteurs, de machins. Ils ne savaient pas trop gérer la situation, ils étaient machins. Tandis que Rem, il trouvait ça super. Il était jeune, il apprenait la langue. Il était le seul à sortir, à trouver ça incroyable. Il raconte dans l'interview qu'on a fait avec lui, il raconte des choses assez amusantes comme ça sur cette période, comme quoi ça aurait libéré le Hollandais névrosé potentiel qu'il était, vous voyez, totalement, etc. Bon. Et puis il a souvent raconté ensuite que l'archipel s'était installé quelque part dans son inconscient, ou son subconscient, ou son imaginaire, comme étant la seule figure potentielle d'une totalité, qui ne soit pas une unité absolue, qui soit une collection de diversité, etc. Bon. Donc une sorte d'image possible, durable potentiellement, du tout, qui ne se résout pas dans l'ennui, l'homogénéité et l'unité. Ensuite, il est lui-même aussi beaucoup revenu sur toute sa propre préhistoire d'architecte, c'est-à-dire préhistoire dans le cinéma en particulier, avec ce groupe donc, qui fonde avec quelques autres bad boys qu'il a rencontrés au lycée, et avec qui il partage une sorte de passion qu'il n'avait pas du tout avant d'ailleurs, pour le cinéma. Il a fait tout un tas d'autres choses avant. Hein. Il a écrit un roman qu'il n'a jamais publié, fasciné par les récits de Disneyland en train de se construire, etc. Il écrit un roman qui s'appelle Johan in Disneyland, à 16 ans, qui est resté dans les cartons. Donc il est passionné par l'écriture, il lit énormément. J'adorerais faire une interview avec lui, sérieuse, sur la lecture et sur l'écriture, uniquement, parce qu'il a incroyablement lu. Et donc, mais il rencontre ce type d'Alder, avec qui il se lie d'une amitié très très forte. D'Alder, c'est le type qui est au fond avec lui là, dans le groupe des 5, qui va devenir d'ailleurs un personnage dans le cinéma hollywoodien plus tard, comme d'ailleurs un certain nombre d'autres qui sont ici. Colas, jusqu'à présent, s'est pas passionné pour le cinéma. Je dirais qu'il s'est passionné d'autant moins pour le cinéma que son père venait de devenir directeur d'une institution, enfin d'une école de cinéma quasiment. Ce qui était pour lui une raison de ne pas s'y intéresser du tout, parce qu'il a toujours développé, comme beaucoup d'adolescents, une espèce de rapport un peu conflictuel, très amical, mais toujours un peu... Ok, donc, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il veut faire? Soit écrire, il le fait d'ailleurs un peu, soit être architecte, déjà. Il y a son grand-père, le père de sa mère, qui est quand même un architecte qui n'est pas n'importe qui là-bas, qui a fait le pavillon de la Hollande à l'Expo de Bruxelles. Vous voyez, c'est quand même il y a un atavisme quand même dans la famille.
Donc il veut être architecte vaguement, et puis en particulier quand il voit publier non seulement Disneyland, le projet, etc., mais quand il voit Brasilia arriver. Et il dira même à un moment que son projet c'était d'être un architecte brésilien. Vous voulez, mon projet c'est d'être un architecte brésilien. Il y a une autre référence qu'il a donnée souvent que j'aime bien, c'est Célesteville dans Babar. Célesteville, l'idée de création comme ça totale des trucs, donc quand il a 4-5 ans, ça doit le fasciner aussi. Ça. Bon, encore. Donc il fera des films, il fera d'ailleurs avec ses copains le plus gros budget du cinéma hollandais en 67, The White Slave, qui fait notable, s'intéresse beaucoup à l'Allemagne, vante les Allemands. Il raconte dans l'interview qu'on a faite ici, comme quoi c'était un énorme tabou l'Allemagne, dans la Hollande de l'après-guerre, voyez, ne serait-ce que pour faire oublier des relations un peu plus ambiguës, voyez, pendant la guerre, quoi. Donc en gros, tout le monde était anti-allemand. Donc évidemment, quand vous êtes un Wunderkind en Hollande à cette époque-là, si vous voulez emmerder le monde, vous adorez l'allemand, vous écoutez Wagner à fond la caisse dans votre chambre, et voilà. Donc voilà, il est évidemment dans ce type de provocation, il s'intéresse à l'Allemagne, et quand il va s'intéresser au cinéma, il va s'intéresser au cinéma allemand, pas au cinéma français du tout. Le cinéma d'auteur, franchement, ça ne l'intéresse pas du tout. À la limite, le cinéma anglais, le cinéma italien, mais surtout, l'idée que c'est justement pas du cinéma d'auteur. Il n'y a pas un auteur, il y a plusieurs auteurs dans le cinéma. Il y a celui qui filme, il y a celui qui joue, il y a celui qui fait le script, il y a tout ça, et tout ça, ils peuvent interchanger leur rôle, et c'est le sens de leur truc, 1, 2, 3, etc. Personne n'est littéralement un nom, ni un auteur particulier là-dedans. En parallèle, très vite, il va gagner sa vie comme ouvrier typographe dans le Haxe-Post, qui est une sorte d'express, si vous voulez, un hebdomadaire, vous voyez, généraliste, comme ça, plutôt pro-libéral, vous voyez, plutôt, disons, un peu vaguement de droite, vous voyez, mais complexe quand même, parce qu'avec toute une bande de jeunes gens, Bart Lootsma a écrit un très bon article là-dessus autrefois, qu'on avait traduit d'ailleurs dans Le Visiteur, toute une bande de gens qui sont des sortes, c'est entre des anards de droite, des anards de gauche, on ne sait pas très bien, vous voyez, c'est un peu des emmerdeurs, un peu. Il y en a qui font partie de l'International Situationiste à ses débuts. Armando, par exemple, fera 1 an, hein, comme la plupart des membres de l'IS à cette période. Ils sont proches de Constant, un petit peu, mais contre les provos. Voyez, Colas mènera une interview très vigoureuse en 67 des chefs provos. Et il y a une image que je n'ai pas amenée, mais où on le voit comme ça, voyez, en cravate, tout ça. Enfin, pas cravate, mais comme un jeune dandy. Voyez, avec les autres membres de l'équipe du Haxe-Post, en face des barbus qui fument, voyez, qui sont, etc. Puis on voit bien que... Bon. Ok. Donc il a cette espèce de rapport un peu conflictuel, comme ça. C'est un acteur dans la culture, il interviewe des tas de gens. Son grand talent, c'est l'interview. Il interviewe Fellini, il essayera d'interviewer Le Corbusier. Ça ne marchera pas. Du coup, comme il n'y arrive pas, il décrit, voyez, ce qui se passe de loin, comme ça. Chose qui fera après en architecture et en urbanisme, comme ça. Et on ne sait jamais ni bien ni mal. Par exemple, Armando, qui est un des maîtres à penser du Haxe-Post, de la jeune génération, il dit le critique, c'est le bâtard du journalisme. Le rôle du journaliste, ce n'est pas d'être critique. On s'en fout de ce qu'il pense. On s'en fout complètement. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il raconte ce qu'il voit et qu'il le raconte bien. C'est le scoop. C'est la précision de la description. C'est pas ce qu'ils pensent. Ce qu'ils pensent, franchement, ça n'intéresse personne. Vous voyez, il y a, disons, cette espèce de... Ils sont reliés au nul journalisme, ils sont un peu dans cette affaire-là, quoi. Ok. Donc je vous dis, il voit pas mal de gens. Il y a cette fameuse image qu'avait publiée Bart Lootsma, où on voit le jeune Colas, on ne le voit pas très bien, mais le jeune Colas en face de Constant, une des grandes figures du mouvement Provo, admiré, disons, par les Provo, un ex-situ important, puis derrière, on voit New Babylon, comme ça. Lootsma, dans son essai, dit ou prétend ou suggère que cette entrevue aurait pu être décisive dans le choix que fait Colas en 68 de passer, de laisser le cinéma, en gros, un peu derrière lui, même s'il continuera à avoir quelques projets avec Daalder, de laisser le journalisme, d'émigrer à Londres et de faire ses études d'architecture. J'en sais rien, il y a plusieurs raisons, mais il faut surtout savoir que
ça vient de loin, l'architecture, dans la famille, déjà. Et que c'est déjà revenu plusieurs fois, qu'il a abandonné ce projet plusieurs fois pour l'écriture, pour mais que ça revient, encore une fois, et cette fois-ci, c'est la bonne. Maintenant, il faut parler un tout petit peu de ce genre d'images dont il parle avec Constant. Cette fameuse New Babylon, faite de collages de plans de villes de partout, comme ça, suggérant cette espèce de filet, vous voyez, de ballon de foot, comme ça, qui enserrerait la Terre, comme ça, et qui est d'une certaine manière la contre-image du projet qu'ils vont faire 10 ans plus tard. C'est-à-dire l'archipel d'îles dans un océan de verdure. Là, vous avez un réseau survolant une sorte de nature, comme ça, une ville nomade, comme dit Constant. L'argument de Bart Lotzma pour dire c'est un moment décisif, quand il se penche sur New Babylon et quand il se penche sur Constant, ce serait le moment où Constant, où d'abord Colas serait super critique, enfin, le chatouillerait comme ça sur le côté utopique, à la con, etc. Et au bout d'un moment où Constant commencerait à renverser la vapeur en disant « Oui, mais ça, je ne suis pas dans l'utopie, je ne suis pas en train de montrer une image utopique, je suis en train de montrer ce qui va se passer. » C'est-à-dire ça ressemblera à ça ou pas, mais ce qui va se passer, c'est une ville nomade, c'est une espèce de territoire comme ça. Et là, ça commence à intéresser Colas qui se dit « Ah bon, c'est pas juste critique, bon, c'est peut-être prophétique, c'est peut-être en train de raconter ou de pister des choses qui sont en train de se produire, vous voyez. » Bon, ça c'est la thèse de Lotzma. Il a sans doute aussi aperçu des choses comme ça. S'il a été proche, s'il a vu un peu Constant, s'il a discuté avec Armando, s'il a discuté avec ces gens-là, à ce moment-là, il a vu ces images d'Ivan Tcheglov, vous voyez, des années 50, qui superposent des fragments d'un atlas du monde sur la carte du métro parisien. Voyez. Comme pour dire, toute métropole est une cosmopole, quelque part. Toute métropole est une sorte de compression du monde, qui va, comme ça, capter, vous voyez, dans son monde un peu hors sol, des fragments, vous voyez, d'ambiance espagnole, des quartiers juifs, plein de trucs comme ça, plein de mondes comme ça, quartiers chinois, vous voyez, c'est déjà un archipel, quelque part. Un archipel dans lequel on dérive, pour les situs, hein, dans lequel on se promène. Donc des images encore plus connues comme celle-ci, ça a dû lui passer derrière la tête, quand même. Donc en 68, il va à Londres, où on le voit ici devant l'Architectural Association, là où il va donc faire quand même presque 4 ans d'études, là-bas. Ça se passe d'abord pas très bien à l'Architectural Association. Lui, il est venu là pour apprendre l'anglais, pour le parler sérieusement, pour apprendre l'architecture. Il est déjà passionné par les constructivistes, il fait des voyages en Russie avec Gerrit Orthuis, voyez, pour aller essayer de pister des archives là-bas, donc il en trouve quelques-unes d'ailleurs, donc il se passionne pour toutes ces affaires-là, et il arrive dans une Architectural Association, où on lui fait, comme il dit, coller des balles de ping-pong les unes sur les autres, on est chez Archigram, vous voyez, c'est Flower Power, tout ce qu'il détestait déjà chez les Provos, en pire. En gros, l'horreur, pour lui. Et d'ailleurs, Peter Cook, qui régnait à l'époque sur l'école, va le surnommer « the boring fascist », le fasciste emmerdant, ennuyeux, voyez, pour essayer de lui faire mal. Mais ça lui coule dessus assez bien. Puis il dira, d'ailleurs, c'est toujours bien d'être dans une école en opposition un peu avec l'école, parce que ça vous oblige à être meilleur qu'eux. Et puis, quand même, il dira avoir bénéficié de beaucoup de la créativité du collage qu'Archigram développe en publication, quoi. Lui-même, typographe, qui s'était passionné pour la mise en page en urgence, voyez, des journaux, il peut être que sensible à tout ça, même s'il fait profession de le détester. Il est beaucoup plus sensible à quelques longueurs d'onde qui viennent de plus loin, de groupes qu'on pourrait de très loin associer vaguement à Archigram, voyez, mais qui font entendre une toute autre musique, beaucoup moins fun, beaucoup plus ambiguë, comme Superstudio, comme l'architectura radicale d'une manière générale, et comme Superstudio en particulier. Il est fasciné par le monument continu, il va à Florence rencontrer les membres de Superstudio, il les invite à donner des conférences à l'Architectural Association, bref, il tisse son réseau européen comme ça. C'est intéressant pour lui parce que ça, c'est des contes immoraux.
C'est pas ni bien ni mal. C'est là aussi, c'est un peu du constant. On ne sait pas très bien si on est dans l'utopie ou on est dans la contre-utopie. On est en train de pister des choses qui se passent et de leur donner une sorte de forme qui fait réfléchir. Et parmi les situations dans lesquelles Super Studio avait illustré ce bâtiment nomade, il y avait le mur de Berlin. Donc ça, c'est peut-être aussi une des choses qui réveillent chez Colas son goût pour l'Allemagne et qui font qu'il décide de consacrer son field trip en je ne sais plus quelle année, troisième année, deuxième ou troisième année, c'était une sorte de passage obligatoire comme ça. La plupart des étudiants allaient en Grèce, en Italie, dans les endroits où ils s'emmerdent pas. Et lui, il choisit d'aller à Berlin. Il saute sur l'occasion, sur l'opportunité pour étudier le mur de Berlin comme architecture. Donc là aussi, il a beaucoup parlé de cette expérience qui aurait été pour lui absolument essentielle. Essentielle, et dans un texte qu'il a publié des années après dans SMLXL, qui s'appelle Field Trip, un mémoire, il revient sur ce voyage et sur cette expérience en disant qu'elle lui a apporté un certain nombre de contre-révélations. Ça va s'arrêter. Donc un certain nombre de contre-révélations, c'est-à-dire, il appelle ça des reverse epiphanies, des contre-révélations littéralement. Et alors, je ne vais pas les détailler toutes, mais en gros, vous avez les 5 points de l'architecture, vous voyez, c'est ces 5 points de l'architecture à lui, en gros. Il y en a 5 d'ailleurs. Il y en a une en particulier qui est la puissance du vide. Le vide étant plus fort que le plein. Une autre, c'est le caractère coercitif de l'architecture, qu'il ne faut pas nier, parce qu'il est beau, ou parce qu'il a sa valeur. Et de toute façon, on ne peut pas y échapper, quelque part. Donc toutes les idées d'architecture ouverte, tout ça, ça l'énerve. Voilà, un certain nombre de trucs comme ça qui le renforcent en quelque sorte, qui lui permettent d'exprimer, au fond, toutes ces contre-idées en architecture. Ok. Mais pendant qu'il est là-bas, il a aussi une révélation pure et simple, quand, entrant dans une librairie, il tombe sur toute une collection de publications qu'avait faite Oswald Matthias Ungers, professeur et même chairman de l'école d'architecture de Berlin pendant 4 ans dans les années 60, toutes les publications qu'il avait faites là. Donc maintenant, il va falloir qu'on s'intéresse à cet autre gaillard qui est Oswald Matthias Ungers. Architecte allemand né en 1926 dans la région de Cologne, en gros, d'une famille très modeste d'ailleurs, qui rêve de devenir pilote d'aviation, mais qui dessine assez bien aussi, qui fait des maquettes, qui fait des trucs comme ça avant la guerre, qui va passer un moment, comme tout jeune Allemand à cette époque-là, la dernière année de la guerre, il va devoir y aller, quoi. Alors dans l'armée de l'air, mais en rampant, il ne volera pas. Et il dira d'ailleurs, je me suis un peu laissé porter par le mouvement pendant cette époque-là. Bon. À la sortie de la guerre, il décide de faire de l'architecture à Karlsruhe, où il va être un très brillant étudiant. Comment dire, Ungers, c'est un type qui dévore. Ungers, c'est un type qui se jette dans les choses. Alors, il rentre il s'achète des bouquins, il lit tout. Il va dessiner toute une rue. C'est une espèce de boulimique d'architecture, très rapide, très puissant. Moi, je l'ai vu même tout à fait à la fin de sa vie, comme ça, il donnait une impression de puissance, comme ça, alors qu'il avait eu des attaques et il était mal, il avait même mal à s'exprimer. Même avec ce défaut de langage, vous sentiez une espèce de présence assez galvanisante. J'aime bien cette photo qui le montre en situation d'archipel, aussi, avec Reinhard Gieselmann, un collègue avec qui, en 1960, il écrit un manifeste qui s'appelle Zu einer neuen Architektur, et qui est très intéressant. C'est un très court texte qu'il publie au moment où il vient de réaliser sa maison-agence dans la banlieue de Cologne. Et voilà ce qu'il dit. L'architecture est une pénétration, et la pénétration vitale dans un contexte qui est toujours pluriel, qui est toujours mystérieux, cultivé et structuré. Donc, première affirmation,
l'architecture, elle a à voir très fortement avec le contexte dans lequel elle s'installe. Elle va tirer ses leçons, même si pas forcément toute sa puissance, de ce contexte. Elle parle avec son contexte. Sa mission créative est de rendre la situation visible. Encore un tour de clé là. Non seulement elle a à voir avec le site, mais sa mission, c'est de l'exprimer. Ou c'est de la rendre visible, de la révéler. Sa mission, c'est d'ordonner l'existant, d'accentuer ou d'amplifier l'endroit, le site. Elle consiste toujours dans la redécouverte du génie du lieu dont elle procède. Okay. Alors c'est dommage parce que je n'ai pas amené une image de sa maison-agence, que vous connaissez peut-être. Et c'est assez marrant parce que c'est à la fois une architecture rationaliste, comme on dit à l'époque, très affirmée, géométrique, etc. Puis en même temps, qui s'articule au toit à double pente, voyez, des maisons suburbaines qui sont à côté, qui dialoguent avec ces trucs, qui emmènent pleine forme dans une espèce de petite arche de Noé, comme ça. Donc c'est une drôle d'affaire, voyez. Ce que ça veut dire, et d'ailleurs c'est très marrant parce que ce bâtiment va attirer tout de suite l'attention de pas mal de gens qui demandent que ça, de trouver des alliés, et pas n'importe qui. Il y a le jeune Aldo Rossi qui se déplace de Milan en tant qu'envoyé par Casabella, voyez, et qui va écrire un texte sur cette maison en disant c'est un nouveau rationalisme. Un nouveau rationalisme. Plus un modernisme qui serait ancré dans le fonctionnalisme, un modernisme rationaliste qui accepterait tout l'héritage, voyez, de l'histoire de l'architecture, de ses formes, de ses syntaxes, voyez, et qui travaillerait avec. Il y a ensuite Nikolaus Pevsner qui s'intéresse à cette baraque en disant un nouvel expressionniste. Et puis enfin, il y aura Banham derrière qui dira du nouveau brutalisme. Donc, Ungers, qui est très poreux aux idées, aux gens, etc., qui est très empathique, hein, eh ben, il se demande qu'est-ce qu'il est. Est-ce que je suis un rationaliste ou un expressionniste ou un brutaliste plus tard, comme ça, il ne sait pas trop comme ça. Donc il se documente. Il va collectionner, acheter tous les bouquins sur la Glazerneket, collectionner des archives, d'ailleurs, il deviendra un des plus grands collectionneurs de cette affaire-là, pour voir si vraiment il est un expressionniste. Bon. Puis en même temps, il s'intéresse au rationalisme, les formes géométriques, tout ça, il adore ça. Bref. Entre-temps, Scharoun décide que, si c'est un nouvel expressionniste, c'est un copain. Donc il l'invite à enseigner à Berlin, à la TU de Berlin. Mais ce que je voulais montrer ici, ça c'est un projet de 66, c'est pour parler de ça, quoi. Pour parler de cette empathie pour le site, mariée avec un extraordinaire rationalisme, au sens de Rossi. Là, vous voyez publier un projet qui s'appelle Grundzug Süd, donc il le publie, il ne l'a pas réalisé, c'est un grand projet comme ça, de ceinture, de nouvelle ceinture. Ce projet détruit tout ce qu'il y avait là, tous les bâtiments qui étaient là, ou presque. Et en même temps, il s'argumente uniquement à partir d'eux. C'est-à-dire qu'il est en train de montrer que les photos de l'existant, qui est là, pour expliquer comment son projet en hérite en les rasant. Vous voyez ce que je veux dire? Extraordinaire idée. C'est-à-dire, je vais m'inspirer du génie du lieu, qu'expriment toutes les syntaxes de l'existant, du as found, comme dirait Smithson, avec qui il va se lier d'ailleurs assez fortement. Vous voyez? Et je vais faire autre chose, mais qui va tout conserver, quelque part. Tout conserver de l'idée, de la syntaxe, des formes, de la logique, de la philosophie, de tout ça, qui va les décliner aussi, comme de la musique. Vous voyez? Donc je vous dis, et puis alors il fait après d'autres projets dans les années 60, un peu comme ça, qui sont littéralement des arches de Noé, vous voyez, qui embarquent les invariants, au fond, des formes de la discipline, etc., qui les combinent et qui font, en bon albertien qu'il est, de chaque projet d'architecture, une micro-ville. Donc je vous ai dit, il se fait inviter par Scharoun, en 64, juste au moment où, ayant bien réfléchi, il vient de décider qu'en fait, non, il n'était pas expressionniste, il était rationaliste. Donc il débarque dans l'école au moment où il a décidé qu'il n'avait rien à voir avec Scharoun. En gros, et que même éventuellement, il avait des choses à lui dire à Scharoun. Et donc ça va devenir la guerre entre deux camps dans l'école, les néo-expressionnistes,
plutôt dans le paysage, plutôt dans tout ça, bon, et les néo-rationalistes en constitution. Voyez. Ungers devenant très rapidement le second foyer du néo-rationalisme dans les années 70, le premier étant Rossi lui-même. Bon. Une fois qu'il est arrivé là, qu'est-ce qu'il fait? Comme tout obsessionnel, il décide de faire de Berlin-Ouest, enfin de l'ensemble de Berlin, mais surtout Berlin-Ouest, qui est déjà maintenant enserré par un mur. Hein, en 64, le mur il est monté, il est solide maintenant, d'en faire le laboratoire exclusif de son enseignement. Exclusif. Alors là, il n'y aura pas du tout de villa en Grèce ou de trucs en Italie, tout ça, c'est Berlin, on y reste, on est dans une île, on fait ça. Et qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, on va explorer les syntaxes potentielles de la Großstadt. Voyez. On va explorer les programmes et les combinaisons de programmes spécifiques à la Großstadt et qui vont donner lieu éventuellement à des nouvelles typologies extraordinaires, etc. C'est ça la mission du truc. Donc ces étudiants, bah, ils se lancent dans des combinaisons programmatiques comme ça, dans des nœuds, voyez, d'intersection entre plusieurs programmes, à produire des sortes de nouvelles fleurs urbaines, voyez, ou métropolitaines, comme ça. Et même Léon Krier, dont le frère travaille avec Ungers à l'époque, dira à l'époque, il y avait un truc intéressant dans l'enseignement en Europe, c'était ce qui se passait à Berlin chez Ungers. Voyez. Là, c'était là que ça travaillait, sérieusement, à ce moment-là. Et évidemment, c'est ce que Colas va fasciner Colas quand il trouve ça. Là, les projets de maquettes en balle de ping-pong de l'école de l'Architectural Association, quand il voit ça, il dit putain, enfin des types qui n'ont pas peur, quoi, de rester un peu, voyez, de s'attaquer aux vrais problèmes, quoi. Bon. Donc, c'est des projets de ce genre, vous voyez, parc urbain, infrastructure, logement de masse. Allez, on met tout ça ensemble. Qu'est-ce que ça produit, en gros? Avec le parc, par exemple, aussi, vous voyez, des choses comme ça. Alors ça fascine Colas. Ça, on est avec des types qui sont... il y a un revival des constructivistes, là. Vous voyez, on a de l'ambition, ici. Et en même temps, cette espèce d'empathie incroyable pour l'existant, les murs incendies, vous voyez, où les balles de la guerre ont totalement dessiné, vous voyez, des tas de choses, documenté comme si c'était Gordon Matta Clark à New York en train de documenter ces petits bouts, ces chutes, vous voyez, de trucs, ou comme dira Colas dans un texte que je vais lire tout à l'heure, comme Ed Ruscha documentant Los Angeles, vous voyez, en faisant des plans, etc. Donc vous avez ces deux choses à la fois, quoi. Une embardée incroyable, et en même temps, une espèce d'amour quasi romantique, vous allez voir, comme dit Colas, avec les traces, l'existant, la ville telle qu'elle est, etc. Voilà ce que dit Colas quand il découvre ce truc. Personne ne peut s'imaginer l'excitation qui fut la mienne en découvrant à Berlin, au cours de l'été 71, 10 ans après la construction du mur, l'œuvre d'Oswald Matthias Ungers. Dans une librairie, je mis la main sur peut-être 15 ou 20 brochures, des publications extrêmement modestes, en noir et blanc, liées au séminaire d'Ungers à l'Université technique de Berlin. Ungers avait pris la ville, alors une enclave entourée par le mur et nichée au cœur de l'Allemagne de l'Est, et décrété qu'elle serait pendant des années le sujet exclusif et obsessionnel des travaux de ses étudiants. Un degré de concentration inspiré inimaginable aujourd'hui. Il avait partitionné le travail et le calendrier en thèmes simples, parc et place, architecture et voies rapides, et su utiliser les projets de ses étudiants comme un inventaire de potentialités. Comment un bâtiment peut-il être associé à un parc, à une autoroute ? Comment un morceau d'architecture contemporaine peut-il être inséré dans un front bâti existant et abîmé? Comment une architecture contemporaine ordinaire peut-elle coexister avec des ruines nazies? D'autres parties du séminaire, voyez, consistaient en relevés mécaniques, presque comme les livres d'Ed Ruscha sur Los Angeles, de caractéristiques mal documentées du paysage berlinois. Par exemple, les murs aveugles, exceptionnellement hauts et longs, qui avaient autrefois séparé les Mietkasernen, pour parer aux incendies et qui exhibait toujours les traces des ravages de guerre que la ville avait endurés. Le mur ne figurait pas dans l'inventaire d'Ungers s'il l'avait tout bonnement ignoré, en faisant porter ses recherches aussi bien sur l'Est que sur l'Ouest. Je lis ce texte, j'en ai fait le fil directeur un peu on l'a publié là-dedans parce qu'il est magnifique d'abord. Je préciserai des choses qu'il ne raconte pas, mais il est magnifique et puis, enfin voilà, il est bon quoi. Ce qui était pour l'époque absolument inhabituel était l'absence de toute espèce d'allusion à la culpabilité ou à la guerre. Aucune trace encore de monument ou de mémoire fabriquée,
Le séminaire avait simplement pris la ville comme une donnée, y compris les marques de son histoire monstrueuse. Le travail paraissait très allemand, ou plutôt il devenait possible, à travers lui, de s'enthousiasmer à nouveau, enfin, pour les Allemands. Une certaine douceur, regardez comme c'est bien dit, une certaine douceur combinée avec une passion pour le système et pour la théorie, dévalant aussitôt dans un romantisme extravagant, une précision de fer trahissant des obsessions privées, une souffrance confinant au plaisir, une prédilection quasi masochiste pour la ruine, dans une profession qui ne peut aller que de l'avant. Lorsqu'il avait à peu près épuisé les ressources poétiques de la ville et le peu que l'architecture y avait contribué, le séminaire d'Ungers s'était jeté dans une envolée spéculative et visionnaire en faisant de Berlin le théâtre d'une accélération futuriste où le moindre site pouvait être surinvesti par des mégastructures proliférantes, des institutions démentes, des universités mégalomanes, des immeubles de bureaux colossaux, des essaims de logements ou des complexes de divertissement. Le projet était complètement délirant, mais il montrait que Berlin, en raison même de l'impossibilité d'altérer son caractère, était un territoire parfaitement adapté aux spéculations futuristes. L'impatience d'Ungers vis-à-vis du poids de l'histoire trahissait sa vulnérabilité au charme des histoires, ou plus exactement, elle montrait comment la courroie de transmission entre l'histoire et l'architecture moderne était pour lui un cordon ombilical en parfait état de marche. Sa grande originalité à l'époque, parmi les late modern, même, je dirais, du Tim Ten, un cordon ombilical reliant l'architecture moderne à l'histoire en parfait état de marche. C'est ça qui fascine Collas, qui explique si bien ce qu'est Ungers, ce qu'il voit en lui et ce qu'est Ungers. Alors malheureusement, cette histoire de la chaire d'Ungers à Berlin, elle va connaître une histoire, une fin difficile. Ce qui aurait dû être son acmé, ce qui aurait dû être, vous voyez, son truc génial, en fin 67, en décembre 67, il réunit à Berlin tous les théoriciens de l'architecture qui vont bien. Voyez. Ils y sont tous. Gideon vient, il est encore là. Banham est là, Colin Rowe est là, André Corbeau est là, tous, Burkhardt, enfin tout le monde vient à ce colloque. Un grand sommet de théorie de l'architecture dans cette ville à laquelle il a tout donné. Voyez, et ça correspond exactement au moment de la révolte étudiante. Là-bas, d'une nouvelle révolte étudiante, dont Collas dit qu'elle est ignominieuse. Une révolte étudiante où les étudiants, ses propres étudiants à lui, rentrent dans la salle d'un seul coup en disant « Allez, foutez le camp, on arrête le colloque, chacun construit sa maison lui-même, c'est fini, la théorie de l'architecture, on s'en fout, etc. » Donc ça ruine totalement son truc. Parce qu'Ungers, c'est pas un type qui prend les choses à la légère. C'est une espèce de truc, on rigole pas avec la théorie et avec tous ces trucs-là. Donc il est abattu. Il est totalement abattu. Moi, je comprends ça très bien parce que j'ai eu un père un peu dans la même situation au même moment. Et je me souviens très bien, né en 26, pareil, genre prof en 64 aux Beaux-Arts, 68 qui arrive et tout qui tombe et les types totalement... Je vois très bien le truc de l'intérieur. Donc il a Colin Rowe, qui admire ce Galahad, comme il le dit, ce Galahad qui a cette espèce de puissance qui porte l'architecture moderne, qui n'a pas peur, etc. Lui, et qui partage avec Colin Rowe plein de références. Vous voyez, la Villa Adriana, que Ungers donne plutôt à Colin Rowe, mais ils ont beaucoup d'échanges. Quand ils parlent, c'est formidable, c'est deux bibliothèques. Vous voyez. Et Colin Rowe, pris d'une sorte de pitié pour la situation terrible dans laquelle se trouve Ungers, parce que, en plus, le bâtiment qui vient de réaliser, le Märkisches Viertel, est désigné par les étudiants comme la Sarcellite en France, quoi. Voyez, c'est l'équivalent de Sarcelles, ce qu'il ne faut pas faire, l'horreur, voyez, du truc. Donc d'un seul coup, cette figure montante de l'architecture allemande se retrouve un paria, quoi, voyez, à la tête de l'institution. Donc Colin Rowe vient le voir dans un geste qu'il regretterait plus tard comme la plus grosse bêtise qu'il ait jamais faite, comme Scharoun. Vient voir Ungers, pourquoi tu viens pas aux États-Unis, à Cornell, où on est là, on enseigne, on fait de toi le chairman là-bas, et là-bas tu verras, les étudiants sont calmes, ça fonctionne, on peut travailler, quoi. Tu vois. Et Ungers décide
de partir avec toute sa famille là-bas. Et ça va ouvrir d'ailleurs une parenthèse de 10 ans presque dans sa vie de praticien. Il ne va pas construire pendant cette période-là. Il va réfléchir, faire des concours, certes, qu'il ne va jamais gagner, etc. Donc il va à Cornell. Il adore Magritte. Il se met toujours comme ça, très souvent, il y a le bonhomme de Magritte qui tourne autour d'Ungers. Il l'aime bien, comme ça. Donc il se retrouve à Cornell. Seulement le problème, c'est que le premier projet qu'il fait avec ses étudiants à Ithaca, dans cette petite ville du nord de l'État de New York, vous voyez, au milieu de ces gorges comme ça, un ancien paysage glaciaire comme ça, étonnant paysage. Le premier projet qu'il fait, c'est un peu du même genre que ceux qu'il a fait à Berlin. C'est-à-dire qu'il va désenclaver la petite ville de là-haut avec des méga structures, des méga infrastructures. Allez, on fait du logement, de l'autoroute, des activités, tout ça en un truc. On vous traverse les gorges avec ça, ça va être magnifique, etc. Et Colin Rowe, quand il voit ça, il se dit, c'est pas tout à fait l'idée qui se fait du contextualisme dont il est devenu le pape à Cornell, de cette espèce de savant dialogue avec les situations dans lesquelles on se trouve, etc. Il pensait que c'était, vous voyez, on était un peu sur la même longueur d'onde, ils avaient même les mêmes références, mais c'est pas du tout un néo-rationaliste, Colin Rowe. Non, c'est un contexturaliste, comme il dit, comme disent ses étudiants. Lui, il n'utilise pas le mot, mais un contexturaliste. Bon. Donc, pareil, ça va faire le même jeu qu'à Berlin, ça va être la guerre. Pendant tout le temps, des deux côtés du couloir, il y a les contextualistes et de l'autre côté, il y a les néo-rationalistes. Si vous voulez. Et c'est la guerre. C'est les Anglais d'ailleurs d'un côté et les Allemands de l'autre. En gros. Alors en plus, lui, il part là-bas, il refait sa vie d'une certaine manière. Avec toute sa famille, il part comme les vieilles communautés, vous voyez, religieuses partaient d'Europe 2 siècles avant, parce qu'il les connaît, il connaît tout ça, ça l'intéresse, vous voyez. Et il part refaire autre chose, quoi, là-bas. Il s'intéresse même à l'ordinateur beaucoup, à toutes les variantes qu'on peut faire sur toutes les variations qu'on peut faire à partir d'un thème que permet l'ordinateur. C'est tout à fait son truc, les variations et les thèmes. Voyez. Donc il explore toutes ces choses-là, etc. Alors malheureusement, il arrive à Cornell au moment où la révolte étudiante éclate à Cornell. Donc ça le poursuit quelque part. Mais là, il s'en fout un peu parce que c'est pas, voilà, il est accueilli là-bas et c'est pas un monstre qui a fait sarcelle. Vous voyez, c'est un type qui est bon. Mais enfin, c'est la guerre avec Colin Rowe et ça se passe très mal. C'est d'ailleurs très drôle parce que vous avez d'un côté les contextualistes qui sont mentalement à Rome, et de l'autre côté, vous avez les néo-rationalistes qui vont être très rapidement, puisqu'ils n'arrivent pas à parler avec les autres, à Berlin, mentalement. Tous à Ithaca, là-bas. Mais quand même, Ungers s'intéresse beaucoup à l'Amérique. Il s'intéresse à ces communes, justement, qui l'ont précédé, et donc il pense que les hippies sont en quelque sorte les héritiers. Il y a plein de communautés hippies autour d'Ithaca. C'est une sorte de hippie... c'est un parc à thème hippie à cette époque-là. Donc vous en avez plein. Et il s'intéresse à ça. Il va écrire un bouquin d'ailleurs sur ça. Il passe ses étés à voyager dans les États-Unis, à documenter, vous voyez, ce truc. Il est ardent comme toujours, quoi. Mais à l'école, ça se passe pas super bien. Vous voyez ? Là, vous voyez le néo-rationaliste, Chair, qui est en train d'expliquer aux contextualistes qui sont autour de lui qu'est-ce qu'il veut faire. Et vous sentez bien que le courant passe pas très bien. Et que ça va pas fort, quoi, là-bas. Alors on lui avait promis, Colin Rowe lui avait promis qu'il aurait un bâtiment à construire à Cornell, qu'il n'aura jamais, puisqu'on a vu de quoi il était capable. Vous voyez, donc ça se passe très très mal, il se sent très seul. Il a des étudiants qui viennent d'Europe, notamment d'Allemagne, mais d'ailleurs, pour être avec lui, donc il a un petit cercle autour de lui, comme ça. Il est le chairman, mais il est isolé en même temps, là-bas. Il est dans une sorte d'exil. Donc quand Rem revient de Berlin à Londres en 71, voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dira plus tard. Quand je revins à Londres, je m'empressais de partager ce trésor qu'il avait découvert, le travail des étudiants d'Ungers, inespéré et mystérieux, avec mes amis étonnés, et je tâchais aussitôt d'en apprendre davantage au sujet de cet architecte. Personne ne savait rien de lui, à Londres, à l'exception des proches de Colin Rowe. Alors en fait, je sais qui c'est Alan Colloun, qui était très proche de l'historien Alan Colloun, et architecte, très proche de... Excusez-moi. Très proche de Colas et de Colin Rowe, qui étaient au courant de Ungers, bien sûr, par Colin Rowe, notamment. D'après eux, Colin, lui aussi, avait découvert Matthias,
et s'était entremis avec succès pour le faire nommer chairman à Cornell. Mais avant même l'arrivée d'Ungers aux États-Unis, avait totalement changé d'avis à son sujet. Le virtuose formaliste étant entre-temps converti à l'ordinateur à l'occasion d'un concours pour le siège définitif du Parlement allemand à Bonn. Apparemment, dans le petit village d'Amérique, c'était tout juste si le mentor anglais et sa découverte allemande se parlaient encore. Donc en gros, lui par contre, ça l'inspire tout ça. Le mur d'une part, et Ungers aussi, les variations, les thèmes et tout ça. Et donc il va faire son projet avec l'embryon de ce qui va devenir l'Office for Metropolitan Architecture quelques années après, qui sera créé aux États-Unis. Madelon, sa femme, Zengelis, son professeur, ami, et Zoe Zengelis, sa femme, toutes deux artistes, chacune. Donc tous les quatre font ce projet, très inspiré par l'expérience de Rem à Berlin. Exodus, c'est ça, donc, vous connaissez ce projet, cette espèce de bande de monuments collectifs. Donc c'est la partie collective d'un grand projet dont les parties logements sont ce qui est en rouge ici, voyez, comme une mygale posée sur Londres qui lui pompe le sang, voyez, et dont les habitants de Londres se constituent progressivement prisonniers volontaires, voyez, pour quitter cette architecture pittoresque, pas drôle, etc., pour se faire prisonniers volontaires de la vraie architecture, voyez. Voilà. Donc c'est une ville qui tue la ville, un monument qui tue la ville. Une série de monuments collectifs très inspirés par le monument continu, mais encore plus nietzschéen, encore plus méchant, si vous voulez, hein, encore plus par-delà bien et mal. Mais c'est aussi Exodus, un bateau, c'est un navire, c'est un exode. Ça veut dire salut les Anglais, ça suffit, on s'en va. Voyez. Donc c'est le navire qui va l'emmener aux États-Unis ou à Ithaca. Parce qu'il y a non seulement il y a Colin Rowe, qui peut-être intéressant de discuter avec ce type, et puis il y a surtout Ungers qui est là-bas et qui est le seul personne à qui on peut parler dans ce monde de non brut. Donc il va emmener son projet. Alors il le date toujours de 72, ce projet, qui était un concours lancé par Casabella, etc. Puis c'est un projet qui a été remarqué très fortement, publié là-dedans. Mais en fait, il va l'emmener avec lui aux États-Unis, ce projet, et il va embarquer toutes sortes de références à New York progressivement. Il ne se termine pas avant 75, Exodus, en fait. Il accompagne le truc. Donc ils partent avec Madelon à Ithaca. Ils vont faire quoi à Ithaca? Elle va collectionner des Americana pour ses propres projets picturaux d'artistes. Elle fera même une exposition à Ithaca en 72. Lui aussi se met à la recherche des cartes postales. Le grand exemple étant Alvin Boyarsky, qui avait fait son Chicago à la carte, documenté uniquement par des cartes postales et publié en 70, et devenant chair de Leigh au moment où Rem part. Donc il avait été fasciné par cette conférence sur Chicago, et il se dit, New York c'est pas mal non plus, je vais trouver mon affaire là-bas. Donc il a ce vague projet de faire quelque chose sur New York, mais il ne sait pas encore. Il dira, je ne voulais pas y aller directement, c'était trop obvious. J'ai dû faire un petit, contourner l'animal, quoi, en gros. Donc il est parti là-bas. Il va s'intéresser à la grille là-bas. Il va produire avec Zoe Zengelis le square du Globe Captif, qui est le dernier monument collectif d'Exodus, et le premier de New York Délire. C'est le maillon, un peu, entre les deux. Et donc il arrive dans cette école où il y a les deux frères ennemis, qu'on voit là, dessinés par Rita Wolf, qui est la compagne de Léon Krier, qui était venue voir à la fois Colin Rowe et Ungers, qu'il aimait bien tous les deux, lui. Voilà. C'est l'année où les Rolling Stones, sortent Exile on Main Street, qui est probablement le tout meilleur, sinon un des deux meilleurs disques des Stones. J'en profite pour faire un statement. Et qui décrit très bien, finalement, ce titre, la situation de ces trois Européens qui se retrouvent dans une petite ville américaine, comme ça, un superbe campus, et qui vont se livrer, pour certains d'entre eux, une guerre, quoi. Ungers est très actif là-bas, multiplie toutes sortes de choses, comme ça, d'activités, et voilà ce qu'en dit Rem. En 72, j'obtins une bourse qui me permettait d'aller aux États-Unis. Avant de me décider, je fis le déplacement à Ithaca, où je pus rencontrer d'abord Colin Rowe, puis Ungers. Alors que le premier m'infligea un monologue épuisant, exiting monologue,
Je fus, dès la première seconde, engagé par le second dans un dialogue captivant, exciting dialogue, que nous avons toujours repris depuis à chacune de nos rencontres comme s'il n'avait jamais été interrompu. Ungers était, s'agissant d'architecture, l'orateur et le penseur le plus hypnotique qu'il m'eût été donné de rencontrer. Non pas tant comme intellectuel, à vrai dire, que comme corps. Tout son être physique pensait, sentait, absorbait, imaginait et communiquait l'architecture d'une façon à la fois accessible, contagieuse et presque sensuelle. Donc de septembre 72 à septembre 73, je fus pendant un an à Ithaca, l'effilochage de la guerre du Vietnam, Watergate, Damisch, dont il fait la connaissance là-bas, ce philosophe esthéticien français, James Foucault, James qu'il avait rencontré à Leh, mais qui le verra là-bas aussi, Foucault qui est venu donner des conférences à Cornell à ce moment-là, et dont il fait un peu la connaissance, mais d'abord et avant tout, Ungers. Son séminaire, un bombardement hebdomadaire de diapositives, de connexions, d'intuitions, de flashbacks et d'hypothèses, assené avec une énergie quasi orgasmique, laissait les étudiants haletants. Mais à mesure que la désapprobation d'Euro avait dégénéré en une véritable guerre académique, le soldat Ungers, retranché dans ses bastions, s'était laissé assaillir par le désemparement et par le doute. Où aller en architecture? Et donc, oui, il invite toutes les vieilles générations du Team 10, auxquelles il a été associé pendant un moment, qu'il avait déjà invité à Berlin en faisant un congrès. Il invite les nouvelles générations des néo-rationalistes ici. C'est comme ça que Rossi débarque aux États-Unis, invité par Ungers à Ithaca. Après, il ira à New York et il fera, c'est sûr, avec Eisenman et compagnie. Mais vous voyez, c'est le cheval de Troie, Ungers, qui fait entrer aux États-Unis et dans ce dialogue tous ces gens-là. Et puis, comme ça va pas bien, quoi, dans l'école, malgré tout. Ça va bien avec ses étudiants, et avec Rem, et avec des gens comme ça qui viennent, ou avec Koloff plus tard. Mais ça va quand même pas très fort, quoi, l'ambiance. Et puis, il construit pas. Donc, il fait plein de concours avec ses étudiants, puis assistants. Il rentre, à partir de 1974, il refait son agence à Cologne, mais il continue de faire la navette comme prof à Cornell, voyez. Donc, il n'arrête pas de passer par New York, où, entre-temps, Rem s'est installé pour travailler à son bouquin. Etc. Donc voilà, ils ont une espèce de vie comme ça, où ils n'arrêtent pas de se croiser, et où lui fait les deux. Donc ils font plein de projets pendant cette année 72-73, où Rem collabore. Ça, c'est des dessins de Colas qu'on a trouvés dans les archives d'Ungers sur des projets pour des petites villes allemandes, comme ça. Ils en font plein, ça c'est un autre dessin de Rem. Voilà ce qu'il en dit d'ailleurs, Colas. Alors que j'avais jamais gratté pour personne, je me mis des mois durant à travailler avec Ungers sur ces projets de concours, généralement destinés à de petites villes provinciales d'Allemagne de l'Ouest, me familiarisant ainsi avec la pénétration subtile de son formalisme, les résonances, les rimes, les contrastes et les répétitions, revisitant ses travaux antérieurs et lui faisant 1000 questions sur sa carrière. Il me fit des rapports détaillés sur ce que c'était que d'être un architecte allemand dans les années 60, le statut un peu à part qu'impliquait alors sa nationalité dans les réunions des Siam et du Team 10, et sa carrière à Berlin, avortée dans l'ignominie des révoltes étudiantes de 68. D'une façon presque conspiratoire, Ungers me montra sa prétendue reddition à l'ordinateur, son projet de concours pour Bonn, une aventure étrange et pixelisée dans l'aléatoire, un champ démocratique de particules oranges en quête de centre ou fuyant l'idée même de centre. Pendant une courte période, il dit, je pus investir toute mon empathie et tout mon enthousiasme dans un effort destiné à rendre à Ungers sa confiance en lui-même. Vers la fin de cette année, nous travaillâmes même brièvement ensemble sur un projet pour Berlin. Dans cette métropole fragmentée et toujours divisée, Ungers proposait une séquence de 5 repères distincts, véritable forteresse moderne, qui, comme autant de stations sur une ligne de métro, établissait un ordre nouveau, invisible en surface. De toute évidence, son année de doute était désormais derrière lui. Et il parle de ce projet-là, qui est dans le long de Landwehrkanal, là, en dessous, c'est le Tiergartenviertel, juste en dessous du Tiergarten, vous avez là la Philharmonie, etc., la Philharmonie, la bibliothèque, le MIS, etc. Donc, un des projets, c'est autour de ça, ces 4 forteresses, effectivement, au-dessus d'une ligne de métro qui les relie de façon invisible, et qui sont un jeu de plein et de vide, elles se répondent, c'est des variations sur le thème du carré, parce que Ungers, il ne connaît pas trop les autres figures. Donc, il est là-dessus, quoi.
Et en même temps, des tas de reprises des îlots qui se trouvent en dessous, où il fait des bâtiments à l'intérieur de l'îlot, comme pour tenir à l'intérieur la variété qu'il aime bien quand même, vous voyez, sur le pourtour. Donc c'est assez étonnant, ces trucs-là. Bon. Donc ils font ça, et déjà vous avez des sortes d'îles dans la ville, des sortes de mini-cities, comme dira Ungers, vous voyez, qui sont là. Là, c'est un dessin de Colas pour une de ces mini-cities, pour donner l'idée, au fond, du truc dans ce projet. Ils font aussi un projet pour un autre quartier totalement différent de Berlin, qui est Lichterfeld, qui est donc un quartier de villas, en fait, un peu suburbain, comme ça, qui va être traversé par une autoroute urbaine. Et tout le projet, c'est comment on va aider cette typologie de la villa à soutenir le combat avec l'infrastructure. Donc il va falloir gonfler le truc à une autre échelle, voyez, de sorte qu'il puisse soutenir, au fond, le rapport avec l'infrastructure. Projet qui est d'ailleurs pas sans annoncer quelque part la Villette, les bandes, etc. Alors on a Awaska qui rentre dans l'affaire. Voilà Arthur, mon ami Arthur de Cornell, qui était étudiant, qui devient assistant. Il avait bossé un peu avec Gropius, alors ça impressionnait Ungers. Il disait, ah bon, tu connais Gropius? Moi non. Donc il avait fait bosser avec lui, et lui aussi c'est un malin, un type qui dessine aussi très bien, qui réfléchit beaucoup, et donc il va travailler avec Ungers, il va faire l'agence Ungers à Cornell. Rem, il a rejoint l'Institute for Architecture and Urban Studies, créé par Cornell dans le temps à New York avec le musée d'art moderne, et piloté par Eisenman. Eisenman qui fait ses numéros là-bas, vous voyez, en parlant de l'espace, de la magie de l'espace, en faisant rouler ses maisons, comme dit Colas quelque part, comme des dés sur la table, comme ça, devant des étudiants qui poussent des cris de trucs comme ça. Bon. Bon. Et donc, là, il commence à travailler sérieusement, quoi, à son bouquin, à finir avec le noyau de Homa Exodus. Ces dessins sont produits à ce moment-là, pour les derniers monuments, à écrire dans Opposition, la revue de l'Institut, ses premiers textes sur l'architecture, comme celui-ci, sur Léonidov, qui se moque des contextualistes. Il présente les 3 tours de Léonidov sur la place rouge, en disant, sur n'importe quel autre site, ce bâtiment serait ridicule. 3 tours immenses. Et n'importe quel autre bâtiment sur ce site aurait été absurde. Voilà. Donc, bon, il joue avec Colin Rowe, puis il publie évidemment les premiers ingrédients. Le premier ingrédient de New York Délire, le fameux bal. Il fait des projets pour Roosevelt Island avec Homa, en gros, ça s'appelle Homa, ça vient d'être créé, Homa, à New York. Et ils font un projet pour Roosevelt Island, cette fois-ci contre Ungers, qui en fait un autre, voyez, et qui d'ailleurs vole la vedette à tout le monde, en miniaturisant New York, en transformant les îlots en bâtiments, en typologie de bâtiments, et en ayant ce micro Central Park au milieu. Ils volent la vedette à tout le monde, mais en gros, les deux sont publiés dans Lotus, après, les 2 projets, comme 2 variations sur le thème de l'acceptation du bloc new-yorkais, hein, et non pas sa contradiction, et son importation sur la petite île jumelle. Ok. C'est donc à New York qu'est créé l'Office for Metropolitan Architecture, qui signifie ça, qui signifie grand-mère en hollandais aussi, mais qui a évidemment tout à voir avec Oswald Matthias Ungers, OMU. Et le projet, c'est de faire Homa OMU une seule agence. J'avais posé la question à Ungers un peu de temps avant sa mort, c'était sérieux votre truc? Il me dit, ben oui, enfin, Rem, vous voulez, il a même fait faire des t-shirts. Le truc. Et il dit simplement, moi, j'ai un peu baqué parce qu'il m'aurait bouffé. Alors après, je raconte ça à Rem qui dit, non, c'est une histoire que se raconte. Il était toujours comme ça, Ungers, etc. Donc, en tout cas, il publie toujours en tandem. Vous voyez, il publie en disant, on est basé à New York, Londres et Berlin. Et c'est notre truc. En 1976, Ungers commence à accoucher quelque part, sérieusement, de sa théorie. Enfin, ou d'une partie de sa théorie que j'appellerais, ou qu'il appelle l'urbanisme métaphorique. Pensé par images, métaphores, analogies, etc. En gros, son urbanisme métaphorique, qui va beaucoup influencer Colas dans Delirious New York, il en parle
L'urbanisme métaphorique, ça consiste à... C'est presque du schématisme kantien. Kant faisait de l'imagination, du schématisme transcendantal, l'espèce de lien entre la sensibilité et la raison, en gros. Eh bien, le schématisme, ça consiste à lire dans les plans de ville, vous voyez, ou dans ces vues aériennes, au fond, une figure que vous rationalisez, que vous associez à une image plus parfaite, en quelque sorte, et revenant de cette image plus parfaite vers la réalité, vous allez révéler cette figure dans la réalité. Voyez. Autrement dit, voilà, c'est une abstraction à partir du réel qui rejoint la réalité ensuite pour l'informer. C'est ça, en gros, l'urbanisme métaphorique. Donc il fait ce petit bouquin City Metaphors, qui est magnifique d'ailleurs. Comme bouquin, il faudrait en refaire cette exposition un jour, je trouve, en grandeur. Et il fait surtout, il va concentrer son enseignement dans des summer schools. La première, elle a lieu à New York, la même année, là en 76, où ils vont la consacrer à l'îlot urbain, urban block. On est dans la période néo-rationaliste où on analyse, vous voyez, typologiquement tous les éléments de la ville. Donc là, c'est urban block. Les étudiants analysent des îlots urbains dans l'histoire de l'îlot. Ils vont ensuite analyser les îlots new-yorkais en particulier, et puis finir par composer, vous voyez, leur affaire sur cette bande à travers l'île entre les deux fleuves. Ces années 70, à New York, etc., et ailleurs, c'est l'année où paraissent un certain nombre de bouquins qui sont un peu troublants. En particulier, d'abord, c'est les crises du pétrole à répétition, et le travail de Unger, cette Colas, a tout à voir avec ces crises. Je m'expliquerai si vous voulez, mais une autre fois. En tout cas, The Limits to Growth, les limites de la croissance 72, etc., c'est un livre important. Et un autre livre important, c'est celui-ci, Small is Beautiful. Pour deux architectes qui se passionnent pour la grosse Stadt, pour la bigness, pour tous ces trucs, que d'un seul coup on dise putain ça a des limites les trucs, puis le petit après tout il est éventuellement aussi intéressant et même peut-être plus résilient que le gros, etc. Donc c'est des livres qui ont énormément d'importance, que Ungers va lire très attentivement, et il y a plein de notes qu'on a retranscrites sur ce bouquin de Ungers là-dedans. Et pour ses cours, pour ses studios à Cornell, il va se passionner pour ces situations un peu à la ramasse, comme ça, de villages qui sont désertés, vous voyez, dans l'Amérique rurale, ou de villes comme Buffalo, qui tombent en ruine, vous voyez, leur centre, etc. Parce qu'il y a la désindustrialisation, parce qu'il y a la suburbia qui pompe de la population, etc. Donc il va s'intéresser à quel moyen à l'architecture, avec des petits projets, de réamorcer des choses dans ces situations-là, ou en tout cas faire en sorte qu'elles ne se délitent pas complètement. C'est le moment où Koloff le rejoint, d'abord comme étudiant, et puis comme assistant. Et tous ces deux-là, il arrive donc en 1977, la Summer School à Berlin. Et ils veulent s'attaquer à cette question, de la décroissance des villes. A priori pour lutter un peu contre. En tout cas, c'est plutôt ce qu'Ungers aurait tendance à faire. Mais Ungers, il a cette espèce d'idée, d'un oxymore, on va faire la urban villa, maintenant. C'est un oxymore parce que la villa, c'est plutôt un type suburbain, ou campagnard, disons, alors bien sûr, il y a les palazzina romaines, on peut discuter, mais en gros, c'est quand même un type suburbain. Or, il y aurait quelque chose comme une villa urbaine. Alors, c'est ces anciennes résidences, un peu nobles, qui ont ensuite été divisées, vous voyez, en plein de logements. Donc, il y en a quelque part qui sont déjà là, vous voyez. Hans Koloff consacre un espèce d'article dans la publication qu'ils vont faire à Ledoux, à toute la typologie de la urban villa, comme ça, qu'il faudrait régénérer pour que les villes soient mieux en mesure, avec ce type, de lutter contre la suburbanisation généralisée et conserver leur force. Donc, pareil, les étudiants vont être envoyés dans Berlin, partout, pour documenter tout ce qui pourrait ressembler à une villa. Alors, ils en font un catalogue de 20 genres de villas. Il y a même des villas poilues, des villas dans les villas, des villas de chemin de fer, des villas de publicité. Vous voyez, tout. Tout rentre dans cette espèce de filtre obsessionnel qui est la villa urbaine. On fait rentrer toute la substance urbaine dedans et on va transformer, aider Berlin à surmonter. Alors, Berlin est dans une situation particulière parce qu'il y a un mur. Il n'y a pas de suburbia dans un mur. C'est une île déjà. Mais c'est un laboratoire pour eux pour faire ça. Et puis ensuite, eh ben, voilà, ils montent génétiquement leur petit modèle de villa urbaine chacun. Et puis ils les installent dans différentes situations là-bas. Pendant qu'ils font ça, il y a dans un bureau derrière un type, un autre étudiant allemand, Peter Riemann, qui lui travaille avec Ungers seulement.
et avec cette espèce de projet de convaincre les autorités de Berlin, où il y a le projet de faire une Internationale Bauausstellung, une grande exposition d'urbanisme à Berlin, comme il y en a eu plus tard, vous les connaissez, dans la Ruhr, etc., à Berlin, de les convaincre de prendre comme pitch son fameux urbanisme métaphorique. Voyez, qu'est-ce qu'on pourrait raconter sur Berlin en faisant sortir, voyez, les patterns, les figures, etc. Et donc ils sont en train de travailler là-dessus parce qu'ils se disent c'est une formidable occasion pour moi de revenir en Allemagne en vainqueur cette fois-ci. Pas chassé par les étudiants, appelé par tout le monde. Donc ils invitent, là encore, plein de types pour leurs cours sur la villa urbaine. Il y a tous les Stirling, tout le monde vient, quoi. Ungers est tellement empathique, tout le monde vient à ces trucs. Donc ici, il y a plein de monde, les étudiants allemands rejoignent le truc, c'est une grande ébullition. Bon. Et il y a évidemment Kolas, parmi eux, qui est devenu une sorte d'alter ego, maintenant. Et Kolas, il vient avec un texte. Il vient avec un texte dans les poches, de 5 pages. Un texte qui s'appelle « Berlin, un archipel vert ». Et son idée, c'est d'apporter un complément au travail sur la villa urbaine, sur le même thème, mais à une échelle plus grande. Son truc consiste à dire en gros quoi? Il consiste à dire, mais pourquoi faudrait-il lutter contre la décroissance de la ville? Pourquoi ne pourrait-on pas faire de cette décroissance un projet? C'est-à-dire un projet qui permettrait à cette décroissance contre laquelle on n'a pas les moyens de lutter en tant qu'architecte. Si ça décroît, c'est bien parce que ça ne fonctionne pas, quoi. Ça ne peut pas fonctionner autrement. On ne va pas inventer une nouvelle économie. Allez. Par contre, on peut accompagner le mouvement de sorte que la ville reste une ville excitante, intéressante, intense, etc., tout en devenant autre, parce qu'elle a perdu une grande partie de sa substance. Et au passage, on pourrait même réingérer ces altérités. C'est-à-dire la campagne, c'est-à-dire la forêt, c'est-à-dire la suburbia elle-même, etc. On pourrait faire de cette ville de Berlin une série d'îles qu'on choisirait de conserver parce qu'elles ont de l'identité, et même qu'on irait booster en allant chercher dans les projets des constructivistes ou dans d'autres projets qui sont homothétiques avec l'identité qu'on trouve de ces îles, on pourrait les installer au milieu de là parce que ça révélerait encore plus leur identité. Donc on ferait de Berlin une collection d'îles qui sont comme des plinthes sur lesquelles on installe des monuments jamais réalisés, projetés pour Berlin ou pour d'autres villes, et qui manquent. Qu'on accueillerait. Un musée des utopies, de l'urbanisme, du modernisme et de tout ça. Voilà le projet qui lui amène, en gros. Et puis, entre les îles, on mettrait aussi des banlieues à la Hilbersheimer de Chicago, on mettrait des forêts, on pourrait faire des safaris. Vous voyez, il parle de ça, il y aurait des safaris urbains, etc. Les nomades aussi, il y a des tas de gens, les retraités, dit-il, qui aiment bien voyager. Eh bien, ils auraient des caravanes, et puis ils pourraient se promener dans la ville, vous voyez, dans la réserve, dans ce que Sloterdijk appellerait le zoo humain, si vous voulez. Vous voyez, ça serait une espèce de chose extraordinaire comme ça. Okay. Donc voilà quelques-uns des projets qu'enfin, on pourrait réaliser. Vous voyez, selon les situations. Qui n'ont jamais été ou jamais été aussi bien. Donc en gros, c'est le même projet que celui-là, que le square du globe captif. Où ici, vous voyez qu'au fond, c'est tout le Valhalla de Homa qui est représenté. Ungers étant d'ailleurs là, avec ses variations. Ici, c'est évidemment le plan voisin. Ici, vous avez le mur de Berlin. Là, vous avez Super Studio, Dali, etc. Ils y sont tous, en gros. Les choses. Sauf qu'il s'est passé une chose. Vous vous rappelez Exodus, c'est une bande de monuments continus qui part à New York, qui là rencontre une grille avec laquelle ces monuments sont homothétiques. Donc ils se désolidarisent les uns des autres, hein, les wagons de ce train, et ils occupent chacune les podiums que la grille leur offre. Et puis quand ils vont retourner à Paris, parisien, quand ils vont retourner en Europe, ils vont s'installer, vous voyez, dans les espèces de gènes, ou les, comment dire, dans les poules génétiques que propose Berlin et qui leur correspondent plus ou moins. Voyez. Ils vont s'installer là, correspondre avec l'histoire, s'enraciner, voyez, quelque part. Une année avant, j'ai presque fini, une année avant, Léon Krier, qui enseigne en face de Kolas à l'Architectural Association où il est retourné depuis, fait un projet pour la Villette qu'il appelle
A City Within the City, une ville dans la ville. Ce projet, c'est un projet d'un quartier à la Clear, hein, néoclassique un peu, le quartier parfait, c'est-à-dire où on peut aller à pied partout. Ça doit définir en gros la taille d'un quartier. Et la ville elle-même est composée de ces séries de quartiers qui sont donc comme des villes dans la ville. REM, au même moment, emploie le concept City Within the City. D'ailleurs, peut-être que Creer le lui pique aussi, on ne sait pas très bien. Mais lui, il l'emprunte aux New-Yorkais qui désignaient comme ça le Rockefeller Center. Donc, une toute autre affaire. Une compression urbaine, un bâtiment, vous voyez, qu'on appelle une ville dans la ville, alors que pour Creer, c'est le quartier. Mais regardez comment il montre Paris depuis ce quartier. Vous voyez, Meadow, des prairies, des trucs, la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur, qui émergent comme des récifs, vous voyez, dans une espèce de campagne, comme ça. Ça a dû quand même un peu intéresser Colas comme idée. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte ça à Ungers, puis ils se mettent à brainstormer, vous voyez, à Berlin. Ah ouais, comment on fait avec ce truc? Et puis Rem s'en va, et eux, ils continuent à travailler ça. On a publié, nous, dans le bouquin, pas la version de Rem première, mais la version crobardée par Ungers. Là, c'est génial, vous voyez tous les trucs. D'où vient quoi, dans ce truc hybride. Et Ungers, il va ajouter des choses extraordinaires dedans. D'abord, des dessins que fait Riemann, des plans de cette espèce d'archipel où on repère les îles, où on fait toutes sortes de trucs, vous voyez. Et on va décrire, au fond, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Comment on booste l'identité d'îles qu'on a identifiées à partir de projets. Par exemple, les voies de la gare de Görlitz, à moitié abandonnée, c'est homothétique avec Central Park. Donc on prend Central Park, on fout Central Park là-dedans, et on voit ce que ça fabrique. C'est pas la même taille, mais on réinterprète l'affaire. Unter den Eichen, homothétique avec le Magnitogorsk de Leonidov, ça tombe bien. Donc allez, on fait ça. Ungers, il ajoute des choses, par exemple Friedrichstadt, c'est pas mal avec Karlsruhe, ça marche assez bien. Donc vous voyez, on peut amener Karlsruhe ici. Parfois c'est des bâtiments, Cluny, boum, Friedenau, vous voyez, donc vous avez une idée. Vous voyez, un bâtiment qui émerge de cette affaire-là. Et que Colas appelle déjà des condensateurs sociaux. Donc voilà, il y en a plein. Je vous passe le détail. Ils sont tous extrêmement mieux publiés que ce que je vous montre dans le livre en série métamorphique. Ok. Donc voilà, il faut plein de dessins, plein de machins. Et puis ensuite, il va tout reformuler, de retour à Cornell. Tout reformuler. Alors là, c'est plus 5 pages qui parlent d'un truc, vous voyez, une utopie contemplative. Ça va devenir un projet sérieux. Donc il va se présenter comme ça. Donc il va se présenter comme cette publication finale en 11 thèses, chacune avec une thèse, une explication et une conclusion. Comme si c'était saint Thomas, la somme théologique qui vous donne tous ses arguments, etc., qui à la fin, ça vous fait qu'il faut le faire, quoi. Et donc, par contre, il injecte de nouvelles idées dedans. Une des idées très importantes qu'il injecte, ça on l'a déjà vu, c'est qu'il réinjecte la villa urbaine dedans, comme une poupée dans la poupée, comme une poupée russe dedans, hein, parce qu'elle résonne avec ce truc. Et donc, vous allez la voir arriver dans le Central Park, vous voyez, du truc. Ensuite, deuxième chose très importante, il en fait un manifeste rétroactif. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais au fond, Berlin, c'est pas Paris, hein. Berlin, c'est pas une ville concentrique qui se développe comme un arbre, comme ça, avec ses enceintes successives. Berlin, c'est des villages, c'est des petites villes. Déjà, dès le début, c'était Berlin et Cologne. Ensuite, il y a eu Friedrichstadt, la ville militaire, ensuite, etc. Donc, c'est une fédération de villes qui ensuite s'est solidarisée à la va comme je te pousse. Donc, en gros, on va retrouver l'esprit de Berlin. Il commence à la pluralité, vous voyez, de toutes ces affaires. Et puis ensuite, pour rendre le truc encore plus rétroactif et génial, d'ailleurs, ça c'est le coup de génie, il dit, mais regardez Potsdam, à côté, Schinkel, l'aîné, Schinkel étant le héros de tout architecte berlinois, quel qu'il soit, Schinkel et l'aîné, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et le héros de Ungers, d'ailleurs, surtout. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas, dans ces parcs? Et en particulier à Glienicke. Eh bien, ils ont construit, ou fait construire par leurs copains architectes, des édifices qui renvoyaient au Moyen-Orient, qui renvoyaient à la culture de la Renaissance italienne, qui renvoyaient au gothique, Babelsberg, etc. Des collections d'édifices qui résonnaient avec tous ces imaginaires de l'histoire de l'architecture, qui se trouvaient compressés quelque part dans un parc pittoresque comme ça.
Nous, on fait la même chose sur la ville elle-même. Vous voyez? Là où ils ont ajouté ces choses dans un parc, nous, on va vous dégager entre ces îles une mer de verdure, de safari, de suburbia, de name it, comme disent les Anglais. Et puis voilà. Alors Colas, quand il recevra cette version, alors je lui ai demandé, il ne veut pas jamais dire de trop critiquer, il y a les architectes. Oh, les architectes. Peu importe. Ungers, il fait une dernière summer school l'année suivante, en 78, toujours à Berlin. Cette fois sans Colas, mais avec Koloff et Ovaska. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont miniaturiser l'idée. Ils vont choisir une de ces îles, parce qu'il est évidemment hors de question que les autorités de Berlin commencent à dire « Ok, on transforme le Berlin en archipel, on rase les 3/4 de la substance urbaine du truc. Bon. » Non. Là, ils veulent maintenant choper quand même la commission de l'exposition. Donc, ils prennent une île, Friedrichstadt, qui est particulièrement abîmée par la guerre, voyez, et ils vont répéter l'idée de l'archipel comme une poupée russe à l'intérieur de cette île même, en transposant dans des villas urbaines, voyez, et quelques autres bâtiments, à l'intérieur de cette affaire, l'idée de l'archipel. Proposant, clé en main, voyez, un site pour une IBA à Berlin, parfaite. Ok. Ça, c'est un dessin de Guy Debord que j'aime bien rapprocher de ça quand il était une lettre. Une lettre à Ivan Tcheglov. Donc la lettre de celui qui fait l'archipel à Paris à celui qui fait la Cosmopole, voyez, avant qu'ils aient fait tout ça. Et dans cette lettre, il fait ce dessin qui s'appelle « Essai pour une transposition baroque influentielle du village défendu ». Déjà, ça m'intéresse qu'on parle de village, parce qu'on en a un peu soupé des villes et des métropoles comme ça. Donc un village, et là, ici, vous voyez, il y a un mur aussi. C'est comme à Berlin, c'est fortifié. C'est le mur, là, qui, lui, est fait de tas de références à des tas d'architectures variées. Voyez. Depuis la maison du docteur Caligari, vous voyez, jusqu'à, je ne sais pas quoi, des phares de jour, des phares de nuit, plein de trucs, du Vauban, un peu de tout, quoi. Et il n'y a rien au milieu, sauf un bateau. Alors pour les spécialistes de la dérive, ça annonce beaucoup de choses. Mais surtout, cette espèce d'idée de la ville comme une navigation, du village comme une navigation. Ok. Je vais conclure sur c'est un de mes thèmes favoris, sur la chose suivante. Les années 70 elles voient la fortune incroyable d'un genre littéraire chez les architectes que j'appelle le manifeste situé. C'est-à-dire un architecte ou un groupe d'architectes qui choisit une ville ou un territoire donné comme recélant des tas de leçons. Des tas de leçons sur où en est l'urbanisme ou des tas de leçons sur comment on pourrait améliorer, au fond, les stratégies urbanistiques là, mais aussi ailleurs. Surtout ailleurs. C'est le syndrome « learning from ». Donc vous en avez plein au début de la décennie, de ce genre-là. Les Venturi, Learning from Las Vegas, qui donne son nom au genre, en gros. Vous avez le Chicago à la carte, la ville comme système énergétique de Boyarsky. Il faut qu'on le traduise, ça, dans Marne, mais c'est compliqué. Et puis, par exemple, Los Angeles ou les 4 écologies. Alors, c'est pas au même degré des manifestes ou des choses comme ça, mais c'est quelque chose comme des théories situées de l'architecture qui veulent parler à plus loin que ces sites. Et puis à la fin de la décennie, exactement la même année, 78, paraissent ces trois-là. Collage City, la ville archipel et New York Délire. Et moi, ce qui me frappe, c'est que ces trois manifestes, pour différents que soient leurs points de fuite, les différentes villes qu'ils ont choisies, pour différentes que soient les stratégies qu'ils mettent en œuvre ou les modèles qu'ils mettent en œuvre, ont vachement de choses en commun. D'abord, chacun choisit, en effet, le manifeste du contextualisme, une ville principale, même si elle n'est pas la seule dans Collage City, Rome, voyez, comme étant le point de fuite des techniques du collage et du bricolage. La seconde choisit Berlin pour le désurbanisme ou la manipulation génétique en urbanisme, si vous voulez, Berlin. Et le troisième, évidemment, alors lui c'est le chef-d'œuvre du genre, puisqu'il appelle manhattanisme sa théorie. Voyez, que j'appelle moi, enfin qu'il appelle par ailleurs la théorie de la congestion métropolitaine, mais qu'il appelle du nom même de la ville où il la lie, en gros. Bon.
donc manhattanisme, et que j'appelle moi sururbanisme. Si vous voulez. Donc chacun, au fond, présente cette ville comme livrant les clés des stratégies qui vont chacun développer, en gros. Ok. Mais ils ont d'autres choses en commun. Ils ont d'autres trucs vachement forts en commun. Chacun, ils font allusion à un artiste contemporain, pas contemporain, moderne, comme ayant lui aussi illustré dans un autre domaine une stratégie qu'il s'agit d'extrapoler. Alors c'est les collages et le bricolage pour Picasso, c'est Picasso en gros, pour Colin Rowe, le seul moderne à peu près tolérable, en dehors de Le Corbusier quand il fait de l'architecture et pas de l'urbanisme. Alors là, je force un peu le truc, parce que dans le Berlin, il n'y a rien de Magritte. Mais derrière Ungers, il y a toujours ce jeu sur les déclinaisons, sur les ambiguïtés, qui prend très largement à Magritte, qui le fascine, littéralement. Et enfin, chez Colas, il y a Dali. En tout cas, dans ce projet-là, la méthode paranoïade critique de Dali, qui est instrumentale. Un autre point commun, c'est qu'ils vont tous désigner certains jardins ou parcs comme ayant, là encore, été les laboratoires de l'idée qu'ils développent pour la ville. Alors chez Colin Rowe, c'est clairement toute cette chose, cette expérience franco-anglaise des 16e et 17e siècles, en gros, qui sont à la fin du truc. Pour Ungers, c'est Potsdam, Glienicke, Lenné, qui en transpose à la ville. Et pour Rem, c'est le parc à thème, c'est-à-dire c'est Coney Island, le laboratoire de la technologie du fantasme ou du fantastique qui émigrera ensuite, dit-il, sur l'île mère avec le gratte-ciel qui répliquera Culture Outdistancing Nature, son site d'origine, etc. Mais leur autre point commun, leur dernier point commun, c'est qu'ils trouvent tous leur origine, ils ont tous été pensés, conçus au même endroit, à Ithaca, cette petite ville que vous voyez là. Donc autrement dit, ils ont chacun un point de fuite différent, des grosses métropoles en général, mais ils ont ce qu'on appelle en géométrie un point de distance commun. Le point de distance, il est important pour construire son affaire. Mais parfois, il est hors cadre. Vous voyez ? Et là, il est toujours hors cadre. Ils ont beaucoup négligé cet endroit-là, chacun d'entre eux. Vous voyez ? C'est la raison pour laquelle je pense qu'il sera très joli, le jour où ça paraîtra, de choisir l'endroit où tous ces manifestes ont été conçus, en quelque sorte, qui est leur point commun, quelque part, comme étant le site, pas une métropole, un village sympathique, vous voyez, une petite ville sympathique, agréable, dans un site magnifique, comme étant le lieu où faire un manifeste relatif du suburbanisme, une méthode qui va du site vers le programme et pas l'inverse. Mais comme disait ma maman quand j'étais petit, c'est une autre histoire. Merci de votre attention. Sébastien, alors on t'attend pour Ithaca l'année prochaine, disons, ce sera un moment de la parution. Merci pour cette très belle conférence et les dessous de cette histoire, finalement prétexte à tout un tas de tiroirs que tu as entrouverts. Est-ce que vous avez des questions ? C'était une avalanche, là, c'est peut-être un petit peu de temps pour... Surtout, vous ne vous sentez pas obligé, parce que quand on fait des conférences comme ça, il y a un seul truc qu'on a envie d'entendre, c'est « c'était super sympa, merci ». Pas le type qui vient vous dire « ouais, mais moi j'ai lu là dans Ungers, il dit un truc qui n'est pas tout à fait ça. Hein. » Ceux-là, on les fuit, je vous dis tout de suite. C'est peut-être un peu une question difficile à répondre, parce que peut-être... tu ne le sais pas trop, mais moi, ce qui m'intéresse, quelle était la relation entre Koloff et Koolhaas ? Parce que comme les deux sont passés par Ungers, et Koloff est devenu vraiment
l'architecte emblématique aussi après la chute de mur, avec aussi la reconstruction critique de Berlin. Alors, quelle était l'heure après cette période, je dirais, assez proche en termes dans les summer schools, etc. Qu'est-ce qui était après le rapport? Parce que moi, quand j'ai vécu à Berlin, je sentais qu'il y a quand même une vraie... il y a deux mondes, entre Koloff, logiquement, qui est un adepte de Schinkel et qui a de plus en plus retrouvé presque ses racines dans Schinkel, et Koolhaas qui de plus en plus est devenu le hypermoderniste, ou celui qui prônait la hypermodernité. Donc, alors, quel était un peu le rapport personnel? Comme il y a celui qui enseigne à EA, de nouveau, et l'autre à la ETH Zurich. Alors, quel était un peu leur... Est-ce qu'ils communiquaient? Alors, ou est-ce pendant cette période, j'en sais rien. Je sais pas, je pense qu'il y a une assez bonne complicité pendant pas mal de temps. J'ai toujours eu l'impression que Koolhaas respectait beaucoup Koloff. Comme un autre têtu, mais qu'il l'apprécie comme architecte aussi. C'est vrai qu'il trouve qu'il a énormément de talent. Donc il est toujours intéressé par lui, et il en parle toujours avec énormément ouais. Koloff, je dirais, on le sent plus nerveux sur Rem, par exemple, sur le truc. Mais par exemple, dans l'interview qu'on a fait, ça se lit très bien. C'est-à-dire qu'il dit c'était un exercice passionnant, mais c'est vraiment un truc de Koolhaas, d'aller chercher des trucs comme ça. Bon, c'est très drôle cinématographiquement, c'est très drôle comme script, c'est machin, mais bon, ça va, quoi. Donc, bon, en même temps, je sais pas. Sur les relations personnelles, j'en sais rien. On lui a demandé à Rem plus, mais on n'a pas trop forcé avec Koloff, je sentais que un truc qui était plus compliqué, mais je sais qu'ils se sont vus à plusieurs reprises, beaucoup après, pour essayer de faire ce qu'il dit là, Koolhaas, faire une espèce de paix entre architectes avec Herzog et de Meuron, tout ça, bon, qui a finalement amené à rien du tout. Mais il n'y a jamais eu entre Koolhaas et Koloff le même genre de rapport qu'il y a eu entre Koolhaas et Ungers. Jamais. Et je pense qu'il n'y a pas eu non plus, d'ailleurs, entre Koloff et Ungers le même rapport. Ils étaient deux architectes, quoi. Alors que Rem était très longtemps encore quelqu'un de différent, quoi. Peut-être c'était aussi dû que les deux sortaient d'une école qui les a quand même marqués, je crois Karlsruhe. Ouais. Comme Ungers, il était donc à Karlsruhe, et Koloff aussi. Et bon, c'était peut-être un peu trop proche, presque comme l'université ou la faculté était le fief du rationalisme à l'époque, aussi en Allemagne, contrairement à Stuttgart, où il y avait plutôt les Béniches, où ils n'étaient même pas là, mais en tout cas, donc c'était effectivement un peu peut-être trop proche pour être donc avoir... Koolhaas, c'était déjà très différent. Peut-être, et ça a inspiré un peu plus. Ensuite, ils se sont bien sûr affrontés, quand même. Oui. Autour de Berlin, il y a eu un vrai affrontement. Oui, justement, comment on reconstruit Berlin, je crois là où ils n'étaient pas du tout... Alors ça, c'est des choses que c'est à vous de les écrire, parce que moi, j'ai choisi de ne pas parler de ça. Je ne voulais même pas expliquer, en dehors d'une toute petite introduction que j'ai faite, pour faire le battage, quoi. Mais en dehors de ça, c'est aux autres de dire en quoi c'est intéressant, en quoi c'est pas à moi de l'expliquer. Moi, j'explique comment ça arrive, j'essaye, et puis après, chacun le lit comme il veut. Mais il est super beau, le livre. Non, sans blague, je suis vachement fier. On a fait ça avec Lars Müller, qui est pas... c'est travaillé, lui. Il est où d'ailleurs, ce livre? Il est dur, c'est un éditeur qui est dur, mais vous êtes content des durs comme ça. Il est encore là. C'est pas un type sympathique qui fait de la merde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bon, toi. Merci, Sébastien. Merci beaucoup.